Alors, et si on réalisait que chacun d'entre nous, là, maintenant, abrite des milliards de métropoles microscopiques, des villes en pleine effervescence? Eh bien, aujourd'hui, on part pour un voyage assez incroyable, au cœur même de ces univers intérieurs, les cellules, les briques fondamentales qui composent absolument tout ce qui est vivant. Pour commencer, posons-nous une question toute simple, mais fondamentale. De quoi est-ce qu'on est fait, au fond, vraiment au plus profond de nous? Pour trouver la réponse, il va falloir zoomer, et encore, jusqu'à une échelle qui est franchement presque inimaginable. Vu de loin, la réponse a l'air simple, non? On est des organismes, des êtres vivants, complexes, un peu comme des machines super sophistiquées qui peuvent bouger, penser, interagir avec tout ce qui nous entoure. Ok, mais si on se rapproche un peu, on voit que cette machine, c'est en fait un assemblage d'organes, et que ces organes sont faits de tissus. Pensez par exemple au tissu de nos muscles qui nous permet de bouger ou au tissu nerveux qui fait circuler toutes les informations. Chacun de ces tissus, c'est comme une équipe de spécialistes avec une mission bien précise. Et voilà, en zoomant encore un coup, on arrive enfin au cœur du sujet. Au plus profond de ces tissus, on trouve notre personnage principal, la cellule. C'est ça, la plus petite brique du vivant, la plus petite unité capable de vivre toute seule et de se reproduire. Bon, avant de partir explorer cette structure fascinante de l'intérieur, faisons un petit détour, un petit voyage dans le temps pour comprendre comment on a bien pu découvrir ce monde miniature. Une découverte qui, vous allez voir, a tout simplement révolutionné la biologie. Alors tout s'emballe au XIXe siècle. D'abord, en 1838, on a Schleiden et Schwann qui posent une idée folle pour l'époque. Tous les organismes sont faits de cellules. C'est le premier pilier, la base. Et puis, quelques années plus tard, en 1855, un certain Rudolf Virchow arrive et ajoute la pièce qui manquait au puzzle. Sa fameuse phrase « Omnis cellula et cellula ». En clair, toute cellule vient d'une autre cellule. Et voilà, la théorie cellulaire était née. Et l'impact de cette idée, il est monumental. C'est le biologiste François Jacob qui a eu cette phrase géniale « Avec la cellule, la biologie a trouvé son atome ». C'est une super image, non? Ça veut dire que, de la même manière que l'atome est la brique élémentaire de toute la matière, eh bien la cellule, c'est devenu la brique élémentaire pour comprendre la vie. Ok, maintenant qu'on a posé le contexte historique, il faut savoir quelque chose d'important. La nature n'a pas créé un seul modèle de cellule, mais deux grands types. Deux grands plans d'architectes, si on veut, qui organisent tout le monde du vivant. D'un côté, on a les prokaryotes. Pensez aux bactéries. C'est un peu le studio d'étudiants. Une seule pièce, tout est un peu en vrac, il n'y a pas de mur intérieur. L'ADN, le matériel génétique, flotte librement à l'intérieur. Et de l'autre côté, il y a les eucaryotes. Alors là, c'est le grand manoir. C'est ce qui compose les animaux, les plantes, nous, quoi. C'est beaucoup plus complexe, bien compartimenté, avec un bureau central, le noyau, et plein de pièces spécialisées pour chaque fonction. Eh bien, c'est justement dans un de ces manoirs cellulaires qu'on va entrer maintenant. Oublions l'idée de la simple brique et imaginons plutôt une métropole miniature qui fourmille de vie et d'activité. Allez, la visite guidée commence. Premier arrêt, le centre-ville. Le cœur de n'importe quelle métropole, c'est son centre de commandement, l'hôtel de ville, non? Eh bien, pour la cellule, c'est le noyau. C'est là, bien à l'abri, qu'est gardé le plan directeur de toute la ville, le fameux ADN. Toutes les instructions pour construire, pour faire fonctionner, pour réparer la cellule, tout est là-dedans. Alors si on regarde un peu plus près à l'intérieur, à ce fameux plan, l'ADN, il n'est pas juste en vrac, il est super bien organisé sous forme de chromatine, un peu comme des archives ultra protégées. Au milieu, on trouve même le nucléole. C'est une sorte d'usine qui fabrique les pièces pour les autres usines de la ville. Et pour protéger tout ça, le noyau a une double muraille, l'enveloppe nucléaire, avec des portes qui contrôlent très précisément qui entre et qui sort. Donc, une fois qu'une instruction est copiée depuis le grand plan dans le noyau, ce message est envoyé aux ouvriers de la ville. Et ces ouvriers, ce sont les ribosomes. Ces toutes petites usines, elles lisent les instructions et hop, elles assemblent brique par brique les protéines. Et les protéines, ce sont les véritables machines-outils de la cellule. C'est elles qui font quasiment tout le boulot. Évidemment, pour que toutes ces usines, tous ces ouvriers puissent bosser, il faut de l'énergie. Beaucoup d'énergie. C'est là qu'interviennent les mitochondries. Ce sont les centrales électriques de notre cellule. Grâce à un processus qu'on appelle la respiration cellulaire, elles prennent le carburant et le transforment en ATP. L'ATP, c'est un peu la monnaie énergétique, des petites batteries pleines à craquer, prêtes à alimenter n'importe quelle tâche dans la cellule. Ok, donc notre métropole est super bien organisée à l'intérieur. Mais bien sûr, elle ne peut pas vivre en autarcie, coupée du monde extérieur. Voyons un peu comment elle gère ses frontières pour faire entrer les ressources, sortir ses produits, bref, pour rester en vie
La frontière de notre ville cellulaire, c'est la membrane plasmique. Mais attention, ce n'est pas du tout un simple mur de briques. Il faut plutôt l'imaginer comme un poste de contrôle à la frontière, super sophistiqué, à la fois flexible et hyper sélectif. C'est lui qui décide, molécule par molécule, qui a le droit d'entrer et qui doit sortir. Il y a une façon très simple de traverser cette frontière, c'est la diffusion. C'est un passage gratuit, ça ne coûte aucune énergie à la cellule. Le principe est simple, imaginez des molécules, comme l'oxygène par exemple. Elles vont tout naturellement bouger des endroits où elles sont super concentrées vers les endroits où il y en a moins. Et ça continue comme ça jusqu'à ce que tout soit parfaitement équilibré. Et il y a un cas très particulier de diffusion qui concerne la molécule la plus essentielle de toutes, l'eau. Ça s'appelle l'osmose. Alors regardons ce premier cas. Si à l'extérieur de la cellule, le milieu est très concentré, très salé si vous voulez, l'eau qui est à l'intérieur va se précipiter dehors pour essayer de diluer tout ça. Le résultat, la cellule se vide de son eau et se ratine complètement. Donc, le but du jeu pour la cellule, c'est de trouver l'équilibre parfait. La situation idéale, c'est quand la concentration est la même à l'intérieur et à l'extérieur. Là, l'eau entre et sort au même rythme. La cellule est dans son état optimal, tout va bien. Par contre, imaginez le scénario inverse. Si le milieu extérieur est très peu concentré, beaucoup plus que l'intérieur de la cellule, alors là, c'est l'alerte rouge. L'eau va se ruer à l'intérieur. La cellule se met à gonfler encore et encore, au point de risquer d'exploser, comme un ballon de baudruche qu'on remplit trop. On voit bien que cet équilibre de l'eau, c'est une question de vie ou de mort. Ok, notre ville cellulaire est super dynamique. Elle grandit, elle se répare et surtout, elle se multiplie. On arrive à la dernière étape de notre visite, la division cellulaire. Autrement dit, comment une ville en devient deux. Pour se multiplier, la cellule a en gros deux stratégies. La première, c'est la mitose. Ça, c'est du clonage pur et simple. Une cellule mère se divise pour donner deux cellules filles, qui sont des copies conformes, génétiquement identiques. C'est le mécanisme qui nous permet de grandir, de réparer nos tissus. La deuxième stratégie, c'est la méiose. Elle est réservée à la reproduction sexuée. Le but est différent, elle produit des cellules spéciales, uniques, qui n'ont que la moitié du code génétique, prêtes à fusionner avec une autre moitié. Mais attention, que ce soit pour l'une ou pour l'autre, pour la mitose ou la méiose, il y a une règle d'or, une étape absolument non négociable. Avant de se diviser, quoi qu'il arrive, la cellule doit faire une photocopie intégrale et parfaite de tout son ADN. C'est ce qu'on appelle la réplication. C'est la seule façon de garantir que chaque nouvelle cellule recevra un exemplaire complet du plan directeur, sans qu'il ne manque la moindre information. Bon, au terme de cette petite visite, je crois qu'une chose est claire. La cellule, ce n'est vraiment pas juste une brique passive. C'est une métropole vivante, un univers d'une complexité qui donne le vertige, et qui fonctionne en parfaite harmonie à l'intérieur de nous. Et le plus fou dans tout ça, c'est que malgré tout ce qu'on sait, on ne fait encore qu'effleurer la surface de ce monde. La vraie question au fond, c'est